comment on fait pour écrire? Parce que j'arrive pas à trouver. C'est pas grave. En bas, on peut converser. Oui, en bas, Allez, on commence, chers amis. On commence le cours avec Eliezer, grâce à Midreshet Yehuda et Lilmod, de parler avec Eliezer de la politique israélienne. Bon cours à tout le monde. Les Arabes. Merci à Midreshet Yehuda, merci à Yohan, Torah Mitzion, merci à tous. Le vote arabe, les partis arabes. Je voudrais commencer par 3 questions et essayer de construire notre rencontre, la discussion sur ces 3 questions et essayer d'y répondre. La première, c'est les partis arabes. Ont-ils toujours été aussi antisionistes? En admettant qu'ils sont antisionistes, eh bien, ils sont les premiers à les dire, donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre beaucoup de peine pour démontrer. C'est CQFD demander à leurs députés. Mais est-ce qu'ils ont toujours été ainsi? En 49, à la première Knesset, en 60, etc. Deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre l'électorat, les gens qui votent pour eux? On pourrait dire que l'électorat, les gens qui votent, ont à leur esprit une plateforme sociale, économique, de bien-être, et puis leurs voix sont dévoyées, leurs voix sont détournées vers un agenda totalement politique, nationaliste, islamique. Peut-être que c'est par erreur. Troisième question, est-ce qu'il y a, beaucoup de gens parlent aujourd'hui de israélisation du vote arabe, et d'autres parlent au contraire de palestinisation, d'arabisation, d'islamisation, de radicalisation du vote arabe. Qu'est-ce qu'il en est? Pour répondre à ces questions, eh bien, je vous dis d'abord, je me suis servi d'abord des manuels de l'université ouverte, Université Aptucha, sur toutes les origines, comment ça a commencé, de quoi il s'agissait dans les années 40, 50, 60, jusqu'en les années 90. Et puis ensuite, sur des personnes, sur des spécialistes comme Moti Keidar, comme professeur Rafi Israeli, naturellement sur beaucoup de recherches et d'articles de presse, que ce soit sur les sites de Begin Sadat, de Midad et ailleurs. Bon, pour commencer, juste présenter une brève image. En partie, elle va peut-être paraître problématique, mais je veux qu'elle soit objective, et puis que chacun jugera et on prendra ce qu'il veut. Mais c'est des choses qui doivent être dites. Au niveau données démographiques, je prends l'année 1947. Il y a en Israël 69% d'Arabes et 31% de Juifs. Lorsqu'on va 2 années plus tard, en 1949, c'est-à-dire fin de la guerre d'indépendance, on a en Israël 14% d'Arabes et 86% de Juifs. Première chose. C'est-à-dire ça, c'est une chose qu'il faut dire. Soit en 47, 69 à 31, en 49, 14 à 86. Deuxième chose, pour ce qui est des terres et de l'appartenance des terres, en 48, aux Arabes appartiennent 48% des terres, aux Juifs appartiennent 8% des terres et 44% sont des terres mandataires qui appartiennent au gouvernement. En 49, 10% des terres appartiennent aux Arabes, 90% des terres appartiennent à Israël. C'est-à-dire, on voit que
la, la dimension démographique et terrienne de l'indépendance, elle est très claire. L'indépendance, la guerre d'indépendance, on va en parler encore dans 30 secondes. La guerre d'indépendance, eh bien, elle se répercute sur une révolution démographique et une révolution terrienne. Il y a un chamboulement total du rapport démographique et un chamboulement total au niveau à qui appartiennent les terres. Maintenant, naturellement, il faut rappeler que cela ne se passe pas par hasard, mais cela passe après une guerre qu'on pourrait appeler d'extermination lancée par la population arabe d'Israël, encore bien avant que les armées arabes entrent en lice. Ça, il faut aussi savoir que la guerre d'indépendance, eh bien, elle est divisée en deux phases essentielles. Il y a la phase qui commence le lendemain du vote de l'ONU, c'est-à-dire le 30 novembre 1947, et il y a cette phase qui dure jusqu'à la déclaration de l'indépendance. Et puis, il y a, après la déclaration de l'indépendance, la seconde phase de la guerre d'indépendance où ce sont les armées arabes qui entrent en lice, Égypte, Jordanie, Liban, Syrie, Irak, etc., qui nous attaquent. Mais la première phase, c'est une phase qui est menée exclusivement par les Arabes d'Israël, avec l'aide de ce qu'on appelle l'armée de salut arabe, où il y a des volontaires de tous les pays arabes, mais l'essentiel, c'est comme le dit l'historien Benny Morris, l'essentiel est mené par plus de 400 milices arabes, chaque village, chaque ville qui s'unissent, qui se coalisent, qui ne se coalisent, etc., mais qui toutes combattent le Yishuv sur les routes, sur les voies d'approvisionnement, des kibbutzim, des Yishuvim. On habite là à Gush Etzion, eh bien, c'est le cas de le dire. Le jour de la, comment dire, de commémoration des soldats tombés au combat, ce n'est pas par hasard qu'il a été fixé le jour où les 4 Yeshuvim de Gush Etzion sont tombés. Ils sont tombés avant l'indépendance, la veille de l'indépendance. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a fuite en masse des populations arabes. Ce n'est pas pour rien que les terres arabes passent aux mains des Juifs, que même les terres des Arabes qui sont restés, eh bien, elles se rétrécissent de manière très considérable. Pourquoi? Parce que nous devons vivre. Et les conditions de vie de l'État juif, eh bien, c'est une majorité nationale démographique et puis c'est une majorité des terres qui appartiennent à l'État juif. Il faut savoir que ce n'est pas pour rien que je mentionne ces deux choses. C'est que ces deux éléments, ces deux paramètres étaient les exigences principales du leadership arabe, à commencer par Hajj Amin el-Husseini, le mufti de Jérusalem, face aux Britanniques. Arrêter la aliyah des Juifs et cesser la vente des terres aux Juifs. C'était leurs exigences dès le début des années 20 et c'était les exigences auxquelles, dans le dernier livre blanc de mai 1939, les Britanniques ont accédé en limitant à un ridicule 75 000 Juifs la aliyah dans les 5 années qui devaient suivre, c'est-à-dire de 39 à 44, en interdisant totalement la vente de terres aux Juifs à l'exception de 5% du territoire. C'était les exigences essentielles du leadership arabe.
et pour des raisons évidentes, c'est que c'est véritablement la domination démographique et comment dire, le maintien du pouvoir sur les terres, ce sont des principes essentiels du nationalisme arabe, tant du nationalisme arabe que de l'islam. Bon, maintenant, tout cela explique aussi que lorsqu'on se pose la question, regarde, mais quelle était l'altitude des premiers gouvernements israéliens, de Ben Gurion, de Sharet, de Weizmann, de Eshkol, face à la présence, face aux Arabes qui étaient devenus citoyens d'Israël? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Ben Gurion le disait, le monde, regarde, cette citation, ils étaient jugés d'après ce qu'ils peuvent nous faire, donc d'après leur potentiel de nous causer de dommages, et ils étaient perçus, les Arabes d'Israël, ils étaient perçus absolument en tant que partie intégrante du monde arabe, à tous les niveaux, identitaire, national, religieux, social, etc., à l'exception, naturellement, du niveau du fait qu'ils étaient des citoyens de l'État d'Israël. Et là, pour contrebalancer cette vision hostile ou méfiante vis-à-vis des Arabes, eh bien, il y a la position du premier président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann, qui dit que le monde jugera l'État juif par son attitude vis-à-vis de ses citoyens arabes. Et donc, c'est là que l'État, parallèlement à la méfiance, eh bien, il adopte une position d'égalité, d'égalité devant la loi, de démocratie, de droits égaux, autant politiques que de citoyens, à la population arabe. Cela dit, depuis 1948 jusqu'à l'année 1966, eh bien, les Arabes d'Israël sont sous ce qu'on appelle le régime militaire. Mishtar tzvaï, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque région, les régions où ils habitent, eh bien, ils sont divisés en districts. À la tête de chaque district, eh bien, il y a un commandant militaire, et c'est lui qui décide si telle personne de son district peut sortir pour travailler, pour visiter, pour faire des achats dans un autre district. C'est-à-dire, tout était véritablement très limité. C'était quelque chose qui a duré jusqu'à 1966. Maintenant, quels étaient les partis qui existaient jusqu'à cette année, les partis arabes? Bien, tout d'abord, beaucoup d'Arabes votaient pour des partis sionistes. Beaucoup d'Arabes votaient pour le Mapai, beaucoup d'Arabes votaient pour le Mapam, et beaucoup d'Arabes votaient pour ce qu'on appelle les listes des notables. Liste des notables, c'était des chefs de clan arabes qui étaient véritablement des partis satellites, soit du Mapai, soit du Mapam. Il y avait même quelques partis centristes qui ont essayé de créer des partis satellites arabes, mais ça n'a pas marché. Les sionistes généraux, etc. Mais c'était des députés qui obtenaient de 2 à 5 députés d'élection en élection et qui étaient absolument loyaux au parti sioniste. C'est-à-dire que leurs exigences, elles étaient uniquement d'ordre pratique, d'ordre économique, d'ordre agricole, d'ordre politique, dans le sens que
nous nouons une alliance avec l'État d'Israël, une alliance qui m'assure le pouvoir dans mon village, dans ma ville, dans ma localité, vis-à-vis de mes citoyens. Je suis une politique très clientéliste. Je vote, je mobilise tout mon village pour qu'il vote pour le parti des minorités, pour le parti des notables, qui soutient Mapai ou Mapam, et en échange, eh bien, ils nous fournissent tel et tel bien. Un parti qui n'était pas aussi commode pour Israël, c'était le Parti communiste. Le Parti communiste, qui était Maki, Miflaga communiste, où il y avait tant des représentants et des députés juifs que des députés arabes. Bon, c'était un parti qui était beaucoup plus loyal vis-à-vis de Moscou que vis-à-vis de Jérusalem. Mais c'était un parti qui, déjà à l'époque, se disait non-sioniste, asioniste, voire anti-sioniste, et qui récoltait beaucoup, qui obtenait beaucoup de votes des Arabes. Cela dit, pour voir dans quelle mesure le vote arabe à l'époque était favorable à l'État juif, eh bien, il suffit de voir que jusqu'au milieu des années 60, lorsque déjà au sein des députés juifs sionistes, il y avait des divergences quant au bien fondé du régime militaire, eh bien, et puis que c'était un sujet sur lequel qui était mis au vote, eh bien, les députés arabes votaient pour le maintien du régime militaire. Du régime militaire sur les citoyens arabes d'Israël. Ça signifie quelque chose. Maintenant, et c'est très significatif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en 67? En 67, c'est la guerre des 6 jours, mais ce n'est pas seulement la guerre des 6 jours. C'est la population arabe, elle est très jeune. Les naissances parmi les Arabes, eh bien, elles dépassent de beaucoup les naissances dans la population juive. Et il y a un changement de génération, c'est-à-dire arrivent à maturité et obtiennent le droit de vote des personnes qui n'ont pas connu Israël victorieuse de 48. Et pour qui la débâcle arabe de 47, 48, 49, eh bien, ça fait plus partie des histoires qu'on raconte en famille que de quelque chose qu'ils ont personnellement vécu. Et donc, en d'autres termes, ce sont des personnes qui ont moins peur. Ce sont des personnes qui sont beaucoup moins intimidées. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a la victoire de la guerre des 6 jours. Et ce qui commence à se former au niveau arabe, c'est l'identité qu'on appelle palestinienne. En 65, c'est le premier attentat du Fatah qui est fondé par ce même attentat. Et bien entendu, ça prend encore plus d'ampleur. L'opposition, les actes terroristes, les Juifs dans le monde contre les représentations d'Israël dans le monde, eh bien, ça prend son élan après la guerre des 6 jours, et ce qui fait que les habitants israéliens, les habitants arabes israéliens commencent à se dire de plus en plus palestiniens. Jusque-là, il s'appelait, il faut le savoir, jusque-là, il s'appelait Arabim israéliens, les Arabes israéliens. Pratiquement, à quelques exceptions près, aucune allusion à l'identité, au nationalisme, etc., au nationalisme
palestiniens, etc. Il n'en était pas question. Au contraire, il y avait une identité tribale, de clan, il y avait une identité religieuse, et puis il y avait une identité générale qui était nationale, qui était arabe. Il n'y avait pratiquement pas d'auto-identification palestinienne. Dans les années 70, petit à petit, on voit se former une identité plus hostile. En 1970, Gamal Abdel Nasser en Israël, parmi les Arabes d'Israël. Le 30 mars 1976, eh bien, il y a des manifestations à Taïbé, à Kafr Qassem, dans les villes arabes, dans les villages arabes, contre quoi? Contre l'expropriation de terres en Galilée, autour de la ville Carmiel, pour élargir la ville Carmiel, des terres qui sont prises des villages arabes. Les Arabes sortent dans la rue et puis des manifestations qui deviennent des manifestations violentes. 6 Arabes sont tués. C'est ce qui va donner l'élan au jour que les Arabes appellent le Yom Adama, le jour de la terre, qu'ils vont fêter d'année en année, depuis où ils disent leur, comment dire, leur emprise, leur amour, leur relation à la terre qui est pour elles d'une très très grande importance, certainement qui a plus d'importance que la vie humaine, etc. Donc ça devient Yom Adama, puis qui est célébré tous les fins de mars 1976. Des personnes, des Arabes israéliens, dans les années 70, entrent dans le Conseil national de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine. Ça, c'est une chose nouvelle. C'est-à-dire, on voit déjà un début de radicalisation, et puis qui se poursuit avec la première intifada qui commence en fin 1987, où les Arabes se solidarisent, les Arabes de l'État d'Israël se solidarisent de plus en plus avec les Arabes de Judée, de Samarie, de Binyamin, de Gaza. Et lorsqu'on regarde, par exemple, je vais citer maintenant un sondage, en 1987, on voit que parmi les Arabes, 50% soit acceptent Israël en tant qu'État juif et sioniste, soit sont neutres vis-à-vis de ce caractère de l'État d'Israël. Et puis 50%, c'est-à-dire véritablement 50-50, 50% voient déjà le sionisme comme une forme de racisme, ou même s'opposent tout court à l'existence d'Israël, quel qu'il soit. On parle de l'État d'Israël en tant que tel. Maintenant, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est à cette époque que commencent à se former les listes arabes, rien à voir avec les listes des notables et listes des minorités qu'on connaissait des années 50 et 60. Les listes minoritaires, elles cessent plus ou moins leur existence. La dernière fois qu'ils sont représentés dans les élections en Israël, dans la Knesset, la liste des minorités, c'est en 77. En 77, elles sont représentées avec un député. Alors qu'en 59, 55, 51,
elles étaient représentées avec 5 députés. C'est-à-dire, on voit que la majorité du vote arabe a passé soit des partis qui s'accommodaient du caractère juif d'Israël, soit d'un vote complètement de soutien aux partis sionistes, que ce soit Mappa, que ce soit Mapam, que ce soit d'autres partis. Et il devient un vote dès la fin des années 60-70 et surtout, plus forte raison, les années 80, ça devient un vote qui est beaucoup plus marxiste, qui est beaucoup plus nationaliste, nasseriste, qui est beaucoup plus panarabiste, qui est beaucoup plus palestinien que arabe-israélien et qui, dans les années 80, avec dans les années 70 la fondation de la cellule israélienne des frères musulmans, avec la fondation du mouvement islamique tant au sud qu'au nord, au nord du pays, ça devient aussi des partis beaucoup plus islamistes, c'est-à-dire on voit à partir des années 80 une radicalisation des partis arabes qui sont censés représenter les électeurs arabes à la Knesset. Est-ce que ça va jusque-là? Question, quelque chose? Ça va? Si vous voulez, avant qu'on continue plus dans ce qui se passe aujourd'hui et dans les années 80-90. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Chantal. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire de vivre sous un régime militaire. Vous dites que les Juifs et les Arabes, au début de la création de l'État, finalement, ils ont à peu près les mêmes droits, mais que les Arabes sont sous régime militaire. Qu'est-ce que ça signifie dans le quotidien? Dans le quotidien, ça veut dire que d'un côté, vous jouissez de droits égaux, vous pouvez travailler, vous pouvez étudier, vous pouvez exercer la majorité des emplois que les Juifs peuvent exercer, mais vous êtes suspect. C'est-à-dire pour énormément de choses pour lesquelles les citoyens juifs n'ont pas à obtenir quelque laissez-passer que ce soit, vous, pour voir votre cousin qui habite dans le district avoisinant, eh bien, vous devez aller voir le commandant de votre district, lui demander la permission. Si vous avez obtenu le droit de travail, par exemple, vous travaillez, je ne sais pas, vous êtes employé à Haïfa, eh bien, vous devez avoir une permission, un laissez-passer pour y arriver. C'est un laissez-passer que vous devez renouveler, je ne sais pas, tous les quelques temps, etc. etc. OK. Ça va? Jusque-là? Merci. Bon. Yo, maintenant… Autre question, Eliezer. Pardon? Une autre question. Au niveau des droits de vote des Arabes, est-ce que les Arabes qui habitent à Jérusalem ont le droit de vote? Est-ce que ceux qui habitent en Judée-Samarie? Est-ce que ceux qui habitent dans le Golan? Qui des Arabes ont le droit de vote? Oh, il a fait. Bon, Jérusalem, jusqu'à 67, c'était une question pertinente parce que ceux qui faisaient partie de l'État d'Israël, eh bien, ils obtiennent automatiquement la Teudat Zehut et ipso facto, ils ont le droit de vote. Maintenant, ceux qui ont été intégrés dans Jérusalem, on sait qu'après 67, eh bien, Jérusalem est passée de 1 km ou 2 km carrés, eh bien, elle est passée à 134 km carrés, c'est-à-dire on a, par décision du gouvernement de juin 1967, élargi plus que centuplé le territoire de Jérusalem. Maintenant, les Arabes, eh bien, ils n'ont pas été forcés de prendre d'accepter la Teudat Zehut. Donc, ils n'ont pas, naturellement pas le droit de vote dans les élections israéliennes. Maintenant, ils ont le droit de s'adresser au Misrad Apnim, au ministère des Affaires intérieures, pour demander d'obtenir la citoyenneté israélienne, chose qu'il aurait donnée de manière très large. Maintenant, la plupart ne l'ont pas fait. Mais ceux qui l'ont fait, bien naturellement, ils ont le droit de vote.
ils ont le droit de vote. Maintenant, tout cela, c'est au niveau national. Au niveau de Jérusalem, ils ont le droit de l'homme. Ils ont le droit de vote dans les élections municipales. Maintenant, c'était pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voté? Pourquoi c'était uniquement des maires juifs qui étaient élus avec une écrasante majorité de votes juifs? Tout simplement parce qu'ils ont préféré ne pas voter dans les élections municipales de Jérusalem. Maintenant, il y a des cas aussi dans le Golan où certaines personnes, mais bon, là-bas, c'est qu'il s'agit de quelques milliers de Druzes qui préfèrent ne pas voter. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que dans la mesure où le Golan est rendu à Assad, et tous ceux qui ont voté dans les élections juives, ils seront massacrés là-bas. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça va? Ça va? On continue? OK. Yofi. Maintenant, avant de continuer après 67, eh bien, je voudrais mentionner deux mouvements antisionistes qui existaient déjà chez les Arabes israéliens dans les années 60. Et le premier s'appelle El-Ard, c'est-à-dire en arabe la terre, et le deuxième, ça s'appelle les fils du village, les enfants du village. Eh bien, ces mouvements ne reconnaissaient pas, déjà à l'époque, Israël, ni son droit à l'existence en tant qu'État juif. Ils s'opposaient ensuite même à l'Aliyah dans les années 70, à l'Aliyah d'Union soviétique. Ils s'opposaient au droit au retour, etc., etc. Mais c'était des listes qui n'étaient pas admises au vote. Il y en a une, El-Ard était pour le vote, Bnei Akfar s'opposait, boycottait le vote, mais même El-Ard, et à plus forte raison Bnei Akfar, eh bien, ils étaient disqualifiés par l'autre cour de justice des années 60, et certains étaient mis aussi hors la loi, mais il n'était pas question qu'ils puissent participer aux élections à la Knesset. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposaient à la nature même du gouvernement. Ça, il s'agit on parle des années 60. Maintenant, c'est pourquoi est-ce que je mentionne ces mouvements qui, somme toute, étaient assez secondaires, parce qu'au niveau qualitatif, ils ont joué un grand rôle et c'est véritablement les précurseurs des partis arabes qu'on va voir foisonner, qu'on va voir prospérer dans les années 80, 90 et à plus forte raison dans les années 2020. Voilà. Et c'est ainsi qu'on commençait à se former. Le premier parti arabe, c'était ce qu'on appelle la liste progressive. La liste progressive, Areshima, Aravit Amit Kademet, Ra'am. Ra'am appelait ça, c'est déjà dans les années 60, je sais pas, 80, je ne sais pas si vous vous rappelez s'appelait Dahamche. Dahamche, dans les années 40, 80, 90, je me rappelle, c'était le représentant. Tu voyais son visage, c'était ah oui, ça c'est les Arabes radicaux. Dahamche, c'était une liste, la première véritablement, qui était une liste purement arabe, mais purement arabe radical. Je ne parle pas des listes minoritaires, parce que le Parti communiste, il était un parti à la fois arabe, binational, à la fois juif et arabe. La première liste purement arabe, c'est la liste progressive nationaliste. Qui était en partie aussi communiste, mais le temps passant, elle devenait de plus en plus, c'est-à-dire son côté arabe nationaliste prenait le dessus. Deuxième liste, la liste Areshima Aravit à démocratique. La liste démocratique arabe qui était aussi, elle, purement arabe, mais pas aussi musulmans, il y a les Arabes araméens, il y a les Druzes, il y a qui sont arabophones, ils se disent pas tellement arabes, c'est pas musulmans, mais cela dit, ils sont assimilés à ce groupe. Ça, c'était une liste. On voit il y a une radicalisation, pas seulement au niveau de la plateforme, mais aussi au niveau sociologique, c'est-à-dire qui est-ce qui
est représenté et qui est-ce qui représente des Arabes et musulmans. Voilà. Maintenant, comme on a dit, dans les années 70, et à plus forte raison, dans les années le mouvement islamiste israélien. Mais à plus forte raison, dans la population bédouine, ou lorsque vous voyagiez dans des je sais pas, des villages, ou pas des villages, mais dans des lieux d'habitation des Bédouins, vous ne voyez pas là-bas des minarets, vous ne voyez pas là-bas des misgadim, vous ne voyez pas des mosquées. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. L'allégeance, elle était au contraire, ils avaient la certitude d'être les Arabes authentiques. Ils n'avaient besoin de rien d'autre pour le prouver. Au contraire, c'était les nomades, c'était ils étaient les porteurs de l'identité originale du monde arabe. Et puis, tout d'un coup, dans les années 80, 90, 2000, on voit dans tous ces villages de plus en plus de mosquées, de plus en plus de minarets, de plus en plus d'allégeance islamique. À plus forte raison, c'est vrai pour ce qui se passe au nord. Et d'abord, c'est un mouvement dans les années 80, le mouvement Atnoua islamique, le mouvement islamique israélien, qui est la branche israélienne des frères musulmans, eh bien, il agit en concert commun jusqu'à ce qu'arrive jusqu'en 1996. Eh bien, il se divise en deux avec ce qu'on appelle l'Atnoua islamique, la fraction nord du mouvement islamiste israélien, avec à sa tête avant tout le cheikh Ra'ad Saleh. Et puis dans le sud, eh bien, c'est un mouvement sud. Maintenant, il y a une différence. Pourquoi est-ce qu'ils se divisent? Eh bien, la raison essentielle, c'est pas seulement qu'au nord, ils sont plus radicaux et au sud, ils sont plus tempérés, mais c'est que au sud, ils légitiment la participation au vote. C'est-à-dire pour eux, être représentés par une liste à la Knesset, c'est quelque chose d'absolument légitime. Pour le cheikh Darwish et pour le cheikh ensuite Raed Saleh de la fraction nord, eh bien, qui sont absolument hostiles à l'État d'Israël en tant que tel, eh bien, participer aux élections, c'est… Pardon, excusez-moi, quand vous dites nord et sud, c'est au nord et sud d'Israël? Oui, nord et sud d'Israël. C'est-à-dire, quand je dis nord, c'est Galilée. C'est le triangle, c'est Galilée, c'est Fachem, oui, pour le savoir. Raed Salah était pendant environ 15 ans le maire de El Fachem. Il a étudié, il a fait ses études d'islam à Hebron, dans le collège islamique de Hebron. D'ailleurs, il vient d'une famille qui n'est pas arabe d'origine, qui est une famille, non, ouf, Barachli. Je vais me rappeler. Je vais vous le. Circassienne? Non. Non. Non, ils sont venus de Syrie. La famille est venue de Syrie. Il n'est même pas originaire d'ici. Enfin, peu importe, ça va me revenir. Mais quand je dis nord, c'est-à-dire je fais référence à la Galilée, Haute-Galilée, Basse-Galilée, peu importe. Et quand je dis sud, je fais référence au Negev. Eh bien, les islamistes du nord, ils s'opposaient à toute participation aux élections israéliennes. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était prêter caution, c'était légitimer l'État juif. Et c'est pour ça qu'ils ont boycotté, dès l'origine, ils ont boycotté boycotté cela. Mais là, donc là, on voit que dans les années 2000, le vote des partis nationalistes communistes, Hadash, le parti Hadash, donc là, on va parler des différentes ingrédients de la Reshima Meshutefet, on va y arriver à la Reshima Meshutefet. Il y a Hadash qui est
un descendant lointain du Parti communiste, avec en plus beaucoup de nationalisme arabe. Il y a le parti Balad, Brit Leumit Démocratique, Alliance nationale démocratique, qui est un parti nationaliste laïque qui prône l'État de tous ses citoyens. Il a été fondé, pour ceux qui connaissent, par un arabe chrétien qui a été ensuite accusé d'espionnage. Pourquoi? Parce que pendant la Seconde Guerre du Liban, il était un informateur du Hezbollah qui leur envoyait les endroits où chutaient leurs obus et pour mieux orienter leurs katyushot et leurs autres ailes. Et puis depuis, il a été, avant d'être pris par le Shabak, il a pris la fuite. Il est depuis analyste et commentateur dans Al Jazeera. Il habite au Qatar. Il s'appelle Azmi Bshara. Azmi Bshara, mais il faut savoir que dans les années 70-80, eh bien, vous pouvez trouver, il était enseignant, il était docteur, vous pouvez trouver ces articles, etc., dans les meilleures revues en Sciences Po, en sociologie, par exemple, de l'Institut Van Leer israélien. Donc là, on a parlé de quoi? De Balad. Maintenant, il y a un parti islamiste, Ra'am, un parti islamiste, mais qui représente quoi? Qui représente les islamistes du Sud. Parce que les islamistes du Nord, comme on l'a dit, ils refusent à être représentés. Et puis, il y a le parti de notre bien-aimé Ahmed Tibi, qui est un parti en soi, Ta'al Noa Aravit Leitratchout, c'est le mouvement arabe de renouvellement, de renaissance. C'est Ahmed Tibi, qui a fini sa carrière de gynécologue en 1988, après avoir frappé le gardien de l'hôpital Hadassah Haratzofim, qui lui avait demandé juste d'ouvrir son portefeuille, pas son portefeuille avec le monnaie, d'ouvrir sa valise, sa petite, etc. Et depuis depuis les débuts du procès de Oslo, il est le conseiller aux affaires israéliennes de Yasser Arafat, qu'il avait rencontré à maintes reprises avant cela, dans les années 80. Il était allé à Tunis, d'ailleurs il n'était pas le seul, etc., en infraction de la loi israélienne qui l'interdisait de le faire. À l'époque, il était devenu, pendant le processus d'Oslo, le conseiller principal de Yasser Arafat, tout en étant parallèlement député à la Knesset. Voilà. Donc maintenant, on voit ces partis qui chacun donne prédilection à un aspect, c'est-à-dire à un aspect de son opposition à Israël en tant qu'État ou en tant qu'État juif et sioniste. Les uns mettent l'accent plus sur le marxisme, les autres sur le nationalisme laïque, les autres sur le nationalisme panarabe, nassériste, les troisièmes sur l'islamisme, etc., etc. Tout le monde, mais ils sont tous à raser le seuil la barrière électorale. La barrière électorale la barrière électorale, elle change, mais jusqu'au début des années 90, c'est une barrière qui est de 1,5%. 1,5%, donc elle est facilement franchissable. Mais ensuite, en 2014, eh bien, notre bien-aimé Avigdor fait passer une loi où il dit que le seuil, la barrière électorale, eh bien, elle sera élevée à 3,25%. C'est-à-dire, pour que vous soyez élu à la Knesset, vous devez avoir 137 000 voix, minimum 4 députés à la Knesset. Cela est fait en majeure partie pour effectivement diminuer la représentation arabe à la Knesset, des partis arabes à la Knesset. Mais
ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Et les partis arabes, tout différents qu'ils étaient et qui sont demeurés, eh bien, avec beaucoup d'aide de l'Union européenne, du Keren l'Israël Hadasha, Keren New Israel Fund, de l'administration de Barack Obama, qui les invités à Washington, qui les invités en Europe, qui leur dit, vous devez vous unir pour, etc. Vous devez présenter une force qui contrecarre le mouvement sioniste, l'État juif sioniste, et effectivement, en 2015, en janvier 2015, après beaucoup de joutes et de problèmes, etc., ces partis finissent par s'unir en Reshima Meshutefet. Reshima Meshutefet, et on voit qu'effectivement, après qu'ils se sont unis, il y a une chose intéressante qui se passe. Ils commencent à obtenir plus de voix, d'être plus représentés à la Knesset qu'ils ne l'étaient alors qu'ils étaient dispersés. Alors qu'ils étaient dispersés, ils obtenaient 10, 11, 12 députés. Depuis qu'ils se sont unis, eh bien, c'était 13 aujourd'hui, 15 qui ont en frôlant le 16. Maintenant, qu'est-ce que à Reshima Meshutefet et là, je reprends les questions avec lesquelles on a commencé. Les partis arabes ont-ils toujours été aussi antisionistes, aussi radicaux? Y a-t-il une évolution? Eh bien, voyons à quoi est arrivée l'évolution des partis arabes. Je vais citer maintenant, amener quelques citations pour qu'on comprenne ce qui se passe. Je vais lire d'abord, bon, ça c'est des citations prises de sites traduits en hébreu, de sites des partis qui forment la Reshima Meshutefet, c'est-à-dire la liste unie. Ayman Ouda, le chef de cette liste du parti Hadash, eh bien, en parlant de Nasrallah, le leader du Hezbollah, il dit les choses suivantes. Aish Nitzeach Israël Pa'amaim. Cet homme a vaincu, est sorti vainqueur contre Israël 2 fois. Il est Dougma ou Mofet Shel Akrava, Neemanut ou Miktsuyut. C'est un exemple et un modèle de don de soi, de loyauté et de professionnalisme. Et c'est une personne qui a sacrifié des centaines de shahids, y compris son fils. Maintenant, Hadash, le parti de Ayman Ouda, lorsque vous ouvrez son site, eh bien, vous voyez une chose intéressante. Vous voyez que dans l'historique du Daesh, eh bien, Daesh, je ne sais pas comment on dit en français, Daesh qui ont conquis la moitié du Moyen-Orient avant d'avoir été matés par les Syriens, les Russes et les Iraniens, eh bien, que ce Daesh a été créé par qui? Par Israël. Donc, on voit ici un cas typique de théorie de conspiration. Donc, ça, c'est une prise de position officielle du parti Hadash. Maintenant, on continue avec le même Ayman Ouda. Quand on lui pose la question dans les organes de presse arabes, pourquoi est-ce qu'il participe aux élections à la Knesset? Eh bien, sa réponse, il répond cela déjà en 2015, après la formation de la Reshima Meshutefet. Il dit que Ritzat hamiflagot ha'araviyot la Knesset Israël היא דרך נוספת ובלתי נפרדת של המאבק העממי הפלסטיני. La participation
des partis arabes au vote à la Knesset d'Israël, eh bien, ce n'est qu'une voie supplémentaire de lutte nationale palestinienne. Il cesse de parler, il faut le dire, il cesse de parler des Arabes israéliens. Pour parler des Arabes israéliens, il parle des Arabes de l'intérieur. Et sinon, il les appelle les Arabes palestiniens. Notre participation aux élections, c'est l'antithèse la plus grande qui puisse être au caractère juif de l'État d'Israël. Je continue. Les partis nationaux arabes unifiés spéciaux pour les Arabes de l'intérieur, afin qu'ils puissent mettre sur pied leurs propres institutions, promouvoir la construction illégale de maisons sans prendre en considération les règlements de l'État juif, etc., etc. On continue. D'ailleurs, c'était ce que je viens de dire, c'était des conditions sine qua non qu'avait soumis la liste unifiée à Benny Gantz pour les soutenir, ne serait-ce que leur accorder leur soutien et les recommander au président d'Israël. Autre théorie de la conspiration, que Ayman Ouda maintient, c'est que Israël est intéressé à expulser, à déporter tous les Arabes d'Israël. Et qu'est-ce qui doit nous servir d'exemple? Eh bien, la politique d'expulsion exercée en Syrie par le régime de Assad, qui a expulsé des millions de personnes qui ne lui étaient pas favorables. Et il dit qu'il accuse Israël de songer et de projeter de faire la même chose. L'idéologue du parti Hadash, du parti de Ayman Ouda, il dit la chose suivante. Non, pardon, ça c'est encore Ayman Oud. Quand il parle, et ça c'est une chose intéressante, très intéressante. Quand il parle, encore une fois, dans la presse arabe, il compare Benjamin Netanyahou à Richard Cœur de Lion, les croisés. Et donc, prétendant que, comme le disait encore dans les années 50, dans les années 60, la propagande arabe, que les Juifs n'ont aucun rapport avec Jérusalem, avec Eretz Israël. Maintenant, venons à notre année Mamash. Excusez-moi. Vous connaissez tous la députée. Oui, je voulais juste essayer de comprendre quel intérêt ils avaient à dire que Israël était celui qui avait créé Daesh. Parce que c'est celui qui avait mis à mal le plus grand ennemi d'Israël, à savoir la Syrie, et à savoir l'Irak. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que Israël, c'est ceux qui sapent les héros du nationalisme arabe par le truchement de mouvements à l'image de Daesh. Je comprends. Merci. Parce qu'effectivement, Daesh et le printemps arabe, c'est ce qui a mis tellement à mal tout ce qui se passe, tous les États arabes environnants, et qui ont commencé à voir en nous, à commencer par l'Arabie saoudite, l'Égypte, sans parler de la Jordanie, etc., des alliés de premier ordre dans Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans toutes les interviews de Ayman Ouda. Le plus grand ennemi après Israël, c'est l'Arabie saoudite. C'est la dynastie Saoud qui a trahi la cause palestinienne, qui n'est pas seulement le partenaire et l'allié
d'Israël, mais qui est l'allié de la droite israélienne, qui est l'allié de Binyamin Netanyahu. Et c'est quelque chose c'est-à-dire que lorsque on essaye de voir le Proche-Orient avec les lunettes de Ayman Oud de la Reshima Meshutefet, tous leurs alliés ont été mis à bas à cause de leurs différences intérieures ou à cause de Daesh ou à cause de leurs guerres intérieures. Et puis, ceux qui auraient pu les soutenir leur ont tourné le dos, à commencer par l'Arabie Saoudite. Tant au niveau financier qu'au niveau politique, au niveau, regardez, ils étaient là pendant la conférence de presse de Donald Trump quand il proposait le plan du siècle. Il y avait là-bas des représentants des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Quelle plus grande trahison pour les nationalistes islamistes arabes de la Reshima Meshutefet. Vous comprenez? Donc là, il faut comprendre la manière dont ils perçoivent le monde arabe, et ils se sentent complètement en perte de vitesse. Maintenant, on va voir ce qu'il en est un peu plus tard. Maintenant, je vais juste… Ça va, Seda? Merci, c'est important d'ailleurs que vous m'interrompiez par vos questions parce que ça permet de mettre les choses, d'éclaircir quelque chose. Seda? On continue, je vais juste… Est-ce qu'on pouvait espérer autre chose des Arabes ayant acquis la nationalité israélienne, et tandis qu'en réalité, qu'est-ce qui différencie ces Arabes de leurs frères palestiniens de l'autre côté des frontières qui finalement ont été créés artificiellement? Et qu'est-ce qui pourrait fidéliser ces Arabes-là à l'État d'Israël? Oh, c'est une question formidable. Je préfère, Brigitte, avec votre permission, de la laisser vers la fin parce que c'était véritablement la troisième question. Il y a différentes réponses, mais effectivement, c'est la position que tu viens de dire, c'est la position de Jabotinsky. Ce n'est pas parce qu'on va leur poser des chemins de fer et leur construire des hôpitaux et des routes, etc., qu'on va acheter la nation entière, qu'on va la faire renoncer à ses idéaux, etc. C'est vrai, mais je préfère qu'on y revienne un peu plus tard. Maintenant, il y a encore une chose qui est très importante. C'est lorsqu'on regarde ces personnes et on leur pose la question, mais dites-moi, mais qui sont vos héros? Qui sont les personnes, les leaders sur qui vous prenez exemple? Eh bien, la réponse, elle est très claire. Et c'est une réponse pratiquement sans exception. Je vais poser la question à Geveret Yazbek. Eh bien, elle l'a dit dans une interview à un journal, à un site arabe. Elle dit, moi, en tant que féministe arabe, j'ai choisi 3 personnes. La terroriste algérienne Jamila Boukhirad. La deuxième, Dalal Mughrabi. Et la troisième, qui était une terroriste qui était dans le Front populaire de libération de la Palestine, qui a participé au piratage des avions, entre autres le vol Sabena. La troisième personne, c'est aussi la terroriste du Front populaire de libération de la Palestine, Layla Khaled. Non, c'est Layla Khaled qui a piraté l'avion. Dalal Mughrabi, c'est une personne qui a participé à l'attentat en 1978 où un bus a été piraté, où 38 juifs israéliens ont été assassinés. Eh bien, elle faisait partie de ce bus. C'est les 3 personnes qui sont les modèles pour Chabrat Knesset Yazbek, qui siège dans la Knesset israélienne. Mais il y a une personne qui peut-être est encore plus forte à ce niveau que ces trois
théoriste cité, c'est Georges Habash. Georges Habash, qui, on va le voir, qui était le fondateur et le chef du Front populaire de libération de la Palestine, qui était responsable des actes terroristes les plus spectaculaires, qu'il y ait eu en Israël et dans le monde, et qui est d'ailleurs, entre autres, au début des années 2000, c'est les gens du FPLP qui ont assassiné le ministre du tourisme israélien Rehavam Gandhi, et le dernier acte terroriste en date qui a eu lieu, dans lequel a été tuée Rina, la jeune fille Rina Schnerb, eh bien, c'est aussi, on peut dire, l'œuvre de leurs mains, c'est-à-dire c'est un groupe qui est devenu un des spécialistes mondiaux les plus diplômés, si on peut dire, dans le terrorisme de tous les genres. Et voilà ce que les députés arabes disent de Georges Habash. D'ailleurs, il faut dire que Georges Habash est décédé en 2008 et à ses funérailles, à Amman, a participé, entre autres, Ahmad Tibi. Il s'est rendu là-bas. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Bizarre ça. Que j'ai fait. Voilà. Georges Habash, מייסד המנהיג החזית לשחרור פלסטין. מארגוני הטרור הרצחניים אנשי ארגון ייסדו את הטרור הערבי, on l'a dit. לאורך השנים אפשר למצוא גילויי אהדה רבים מצד, c'est-à-dire on voit le long des années des expressions véritablement de grande sympathie qui viennent de la part des partis arabes vis-à-vis du leadership de Georges Habash et du FPLP, Front populaire de libération de la Palestine. Et il y a quelques années, celui qui est le chef de la Rishima Meshutefet, Ayman Ouda, a rencontré la fille de Georges Habash, a loué les exploits de son père et comment est-ce qu'il l'a appelé? Amatzpun shel ha'am palestini, la conscience du peuple palestinien. Bedapeh Hashem Mifleget Baalat, pour ça, c'est-à-dire dans tous les sites du parti Balad. Ahmed Tibi, on voit des articles qui sont très élogieux vis-à-vis de Georges Habash. Il était fidèle à ses principes jusqu'à son dernier jour. Elle s'opposait à tout compromis avec l'occupation et faisait la guerre, combattait l'entité sioniste. Devant un tel homme, nous baissons notre tête. Lo Arzor, et il le cite pour finir, Lo Arzor le Moledet, Ela im Acharon Aplitim. Je ne reviendrai pas dans ma patrie sans être accompagné par le dernier des réfugiés arabes palestiniens. Il est présenté comme le père de la révolution palestinienne. Un gaon, un wunderkind de la pensée, de la révolution et de la lutte. Le leadership des partis israéliens arabes en Israël est arrivé on l'a dit, aux obsèques de Georges Habash à Rabat Ammon. On peut continuer à citer beaucoup de choses, mais là, on voit qu'effectivement, il y a une radicalisation sans pareil. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Alors, Daniel. Oui,
Non, est-ce que j'ai eu un moment où j'étais pas reliée. Est-ce que vous avez parlé aussi de l'influence très prépondérante de, par exemple, Uri Avneri et Ebi Nathan dans le fait de rentrer légitime toutes ces mouvements israéliens, palestiniens, choses. Ils ont eu une importance, ils ont fait beaucoup dans ce sens-là aussi. Oui, 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 absolument. Absolument. Bon, il faut savoir que lorsque beaucoup d'idées que j'ai mentionnées, eh bien, elles tirent leur origine de politiciens, de professeurs, d'intellectuels juifs israéliens. Quand j'ai parlé, par exemple, de l'accusation que nous adresse Ayman Ouda de penser à l'expulsion, à la déportation des citoyens arabes israéliens, eh bien, cette idée, il l'a tirée du professeur Zeev Steinhal. Steinhal, il a même dit que c'était une idée qui l'a tellement intéressé qu'il est allé le voir dans son appartement à Jérusalem pour qu'il lui explique en quoi est-ce que Israël est en train de passer, comment est-ce qu'il le dit, du stade du fascisme au nazisme. Et c'est pour ça que Steinhal, de lui dire qu'effectivement, jusqu'en 1938, eh bien, la théorie de race, elle était au niveau théorique. Et c'est seulement dans les fin des années 30, en 38, qu'ils sont passés à l'étape véritablement pratique de mise en œuvre de cette théorie, d'abord par l'expulsion, et c'est l'étape qu'il dit où se trouve maintenant le gouvernement israélien. Il y a énormément d'exemples, véritablement, où ces idées sont nées d'abord dans le Parti communiste juif israélien, qui ont ensuite été adaptées même l'idée même d'un État palestinien, eh bien, elle est née dans des articles qui étaient publiés par des Juifs dans la presse américaine et d'autres dans la presse israélienne. C'est quelque chose de très. Vous avez raison. Mais là, je voudrais, profiter de votre question pour dire encore une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, les partis de gauche sont représentés, ou de l'ultra-gauche. Qu'est-ce qu'il y a comme gauche en Israël aujourd'hui? Je ne parle pas, si vous demandez par exemple au parti de Lapid, Yesh Atid, il ne se dit pas comme gauche. Il se dira comme centre-gauche. Il se se dirait pas comme, il ne veut pas qu'on l'assimile au parti travailliste, certainement pas à Meretz ou à Reshima démocratique, de Barak, etc. Pas du tout. Non, lui, il se voulait toujours centriste de gauche, sous certains aspects de droite, au niveau économique, peu importe. Maintenant, c'est-à-dire que des partis qui se disent ouvertement, ostensiblement de gauche, c'est des partis qui ont reçu 2 fois moins de voix à la Knesset que la Reshima Meshutefet. C'est-à-dire que la Reshima Meshutefet, elle est devenue pas seulement les faiseurs de rois, une coalition de gauche ne peut pas être faite sans l'aide et le soutien, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur de la coalition, peu importe. Sans le soutien argent comptant de la Reshima Meshutefet, c'est-à-dire que les partis antisionistes et même antisémites, ils sont véritablement, si on devait le formuler de manière européenne, eh bien aujourd'hui en Europe, antisionisme, c'est assimilé à l'antisémitisme. Ça a passé pratiquement dans tous les parlements, il faut le savoir. Le seul pays où les partis ouvertement antisionistes ne sont pas traités comme des partis antisémites, eh bien c'est dans l'État juif. Parce que ces partis, ils sont antisémites tant au niveau idéologique
Ils reconnaissent le droit à l'autodétermination à tous, sauf aux Juifs. Ils ne reconnaissent pas le caractère national du peuple juif, c'est une religion. Et troisièmement, pour leur mettre à penser et à agir, ils se choisissent des personnages comme Georges Habash. Vous comprenez? Et c'est des personnes qui sont maintenant obligées pour la gauche si elle veut monter au pouvoir. Ken. Oui, moi j'aimerais savoir quelle est la plateforme aujourd'hui du parti arabe qui a quand même 15 députés à la Knesset. Quelle est la partie commune? Comment ils se sont arrangés? Qu'est-ce qui est choutaf à toutes aux composantes de ce parti? Il y a un dénominateur commun énorme, c'est-à-dire l'opposition à Israël en tant qu'État sioniste. Il prône un État d'Israël qui doit être un État dénué de tout caractère juif, un État de tous ses citoyens. Première chose, renoncer totalement à tous les territoires de Judée-Samarie. Renoncer à Jérusalem. Jérusalem doit être la capitale d'un État palestinien. Renoncer absolument à tout pied israélien sur le mont du Temple. La première requête de Ayman Ouda qu'il avait adressée à Benny Gantz en échange de son éventuel soutien, c'est d'interdire absolument toute entrée de quelque juif que ce soit sur le mont du Temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne reconnaît aucun lien, aucune légitimité juive sur le Haram al-Sharif. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on continue plus loin, c'est naturellement renoncer à la loi du retour. En échange de la loi du retour, ouvrir les portes d'Israël à tous ceux qui sont considérés des réfugiés arabes palestiniens depuis 1948. Cas unique dans l'ONU, où on voit que une personne peut être un réfugié en 4e génération. En plus de cela, bâtir, abolir la Hatikva, abolir l'hébreu en tant que langue primordiale, en première en Israël. Et ça, vous comprenez ça? Et puis, parallèlement, créer une université arabe en Israël. Abolir toutes les lois qui, à commencer par la loi Kamenitz, qui contiennent l'expansion territoriale arabe en Israël, que ce soit dans le Negev ou que ce soit dans le nord, en Galilée. Et abolir tous les avantages auxquels ont droit les Israéliens qui ont servi dans les forces combattantes, dans des forces d'élite, dans le CSST. Aucun avantage ne peut être reconnu à des personnes qui ont servi dans les forces armées dans Tzal, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a et ce n'est que quelques exemples, mais je pense que ça suffit pour montrer toute l'envergure du dénominateur commun de ce qui unit ces 4 partis arabes qui sont réunis dans la Rishima Meshutefet. Maintenant, Eliezer, j'ai l'impression qu'il y a d'autres questions. Peut-être ton pro. J'entends pas. J'ai dit d'autres questions. Donc, tu peux finir les questions. Oui, j'entends pas. Ouais. Excuse-moi, je disais qu'il y a encore d'autres questions. Ah. Tu m'entends? Oui, maintenant je t'entends très bien. Dès qu'il y a encore d'autres questions, alors peut-être finis ton propos et ceux qui ont des questions poseront à la fin quand tu diras que tu as fini ton. Ok. Besséder Gamour. Donc maintenant, on voit que véritablement, c'est un parti qui, en sciences politiques, on appelle cela un parti anti-système. Un parti anti-système qui s'oppose
à l'ordre et à l'État tel qu'il est. Il veut révolutionner, c'est-à-dire si le pouvoir lui était accordé, eh bien, il n'y aurait plus d'État juif. Ce serait un État qui changerait complètement son caractère, qui serait inondé au niveau démographique, c'est-à-dire ils veulent réparer ce qu'ils appellent la Nakba, c'est-à-dire ce avec quoi on a commencé. Ils veulent réparer leurs désavantages démographiques et territoriales, toutes les pertes qu'ils ont subies depuis 72 ans en Israël, depuis l'indépendance d'Israël. C'est-à-dire qu'ils veulent faire revenir l'histoire en arrière. Maintenant, la question qui est peut-être la plus importante, c'est que les partis et électorats arabes, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Eh bien, lorsqu'on pose la question par exemple, au professeur Rafi Israeli, eh bien, il dit, écoutez, ça fait 3 fois de suite que le parti Reshima Meshutefet obtient tant de voix. Ils n'ont caché de personne leurs intentions. Au contraire, lorsqu'ils s'expriment en arabe, ils sont beaucoup plus extrémistes que lorsqu'ils s'expriment en hébreu ou en anglais. Les Arabes les lisent en arabe. Ils savent pour qui ils votent. Alors on lui pose la question, professeur Rafi Israël, mais d'un côté, il y a l'Institut israélien de la démocratie qui parle de plus en plus d'intégration, qui parle de plus en plus d'israélisation, etc., etc. Elle dit bien sûr, au niveau économique, au niveau professionnel, il y a, vous verrez, de plus en plus d'Arabes dans les départements universitaires, hospitaliers, dans les pharmacies, partout, de plus en plus, bien entendu. Mais au niveau idéologique, ça ne contredit absolument pas qu'au niveau idéologique, on voit une radicalisation qui va croissant. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, vous prenez comme spécialiste quelqu'un comme Dr Moti Keidar, qui connaît très, très, très bien le monde arabe. Il était officier de renseignement, il sait leur rendre la monnaie de la pièce sur Al Jazeera, il les connaît de fond en comble. Il dit, écoutez, même tout cela, il faut prendre en compte que l'essentiel, même si les Arabes israéliens, ils votent pour ces partis. D'ailleurs, il faut savoir que maintenant, sur ces 15 députés, il y en a en tout cas un qu'ils ont reçu grâce à des voix juives. Grâce à des voix juives, il y a beaucoup de gens qui se rendaient dans des salons de Kfar Saba, Tel Aviv, ailleurs, pour parler avec Ayman Oud ou avec d'autres représentants du parti arabe. C'était présenté dans les dernières questions comme quelque chose de très de très, comment on dit en hébreu, magniv maintenant de voter pour ces partis. Mais cela dit, les Arabes israéliens, en écrasante majorité, il faut savoir qu'ils sont avant tout intéressés par le niveau de vie. Par leur niveau de vie, c'est ce que dit Moti Keidar. Ils sont intéressés par le confort, ils sont intéressés par le revenu, ils sont intéressés par les conditions sociales, ils sont intéressés par l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Pour preuve, je peux dire, je ne sais pas, que les Arabes de Jérusalem veulent de plus en plus que leurs enfants fassent la bagroute israélienne et pas la bagroute de l'autorité palestinienne qui est hyper extrémiste, mais pourquoi? Pas parce qu'ils sont devenus modérés, parce que la bagroute israélienne leur ouvre plus de portes. Maintenant, dire que tout cela c'est univoque, je peux vous raconter des cas personnels. Lorsque j'enseignais au nord dans le collège de Kinneret, Michlelet Kinneret, Emek Yarden, eh bien, c'était juste le début de ce qu'on appelle la seconde intifada, avec aussi ce qu'on appelle les émeutes des Israéliens arabes d'octobre, qui ont suivi de quelques jours, à peine 2 jours, l'intifada et la vague de terrorisme monstre qui déferlait sur Israël 2000, 2001, 2002. Eh bien, tout d'un coup, vous arrivez pour enseigner
Et puis, vous voyez, je ne sais pas, c'était très joli, c'était sur le bord du Kinneret, une centaine d'Arabes qui sont là à se tenir debout, en rang. Top, très intéressant. Hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va poser la question, etc. Ils me disent ça, non, ça, minute de silence. Ah, manière. Minute de silence. Et puis, vous posez la question, minute de silence pour qui? Pour qui? Pour toutes les victimes. Ah, très intéressant. Toutes les victimes, on venait de perdre plus de 30 soldats à Jenin. Il dit, mais qui toutes les victimes? Alors d'autres vous disent non, pour les shahidim, pour tous les Arabes, c'est-à-dire terroristes arabes tombés dans l'opération Chomat Magen, mur de défense lancé après Pesach 2002 par le gouvernement Sharon de 2002. Et vous voyez là des étudiants arabes, tous israéliens, tous bien lotis, qui peuvent se permettre d'étudier, qui peuvent se permettre de vivre, etc., très bien habillés, etc., qui sont là à faire une minute de silence pour des assassins de juifs. Donc ça c'est d'un côté. D'un autre côté, vous pouvez voir que parmi les Arabes chrétiens, parmi les Bédouins dans le sud, eh bien, il y a beaucoup qui se mobilisent dans Tsahal. Et de plus en plus, s'il s'agit des Arabes chrétiens de Galilée, il y en a qui se différencient. Je ne parle même pas des Druzes. Ils se disent maintenant araméens. Ne nous assimilez pas aux Arabes, nous sommes araméens. Et vient d'être reconnue l'araméen comme langue parlée en Israël pour cette minorité. C'est-à-dire, c'est plus mourkab, mais effectivement. Ou, d'un autre côté, le dit Moti Keidar, le mouvement islamiste arabe en Israël, ça n'est jamais devenu un mouvement de masse, contrairement à d'autres, je ne sais pas, Égypte, Jordanie, Syrie, etc., etc. Ça n'est jamais devenu un mouvement de masse. Il a été élu, Raed Salah, de 88 au début des années 90, à la tête de la plus grande ville arabe d'Israël, c'est-à-dire el-Fahem, c'est vrai, mais d'un autre côté, ce n'est pas transformé en mouvement de masse. Cela dit, c'est suffisamment dangereux pour être pris en compte. Il n'y avait aucun pratiquement acte terroriste dans les années 50, 60, 70, 80 qui était perpétré avec l'aide de serait-ce que d'un seul arabe israélien. Ces cas se sont multipliés vers la fin des années 90, début des années 2000. Ils se comptent aujourd'hui par dizaines et par centaines. Il y a effectivement une tendance, mais il y a aussi une tendance qui va de l'autre côté. Bon, question? Est-ce que je peux poser une question au sujet de notre ami Ahmed Tibi? Comment se fait-il qu'un homme, il est israélien, je le reconnais, il est médecin, mais il était aussi le conseiller de Arafat, c'est-à-dire qu'il luttait contre Israël. Comment se fait-il qu'il n'a jamais été condamné ou mis en prison pour cet acte-là? C'est vraiment un cheval de droit dans le gouvernement israélien. Votre question, elle vaut pour tous les députés. Et la question, elle est très simple. Ça fait déjà plusieurs années que eh bien, ces personnes sont disqualifiées, sont interdites de participation aux élections à la Knesset par le comité électoral de la Knesset. Et puis, le lendemain de leur disqualification, ils viennent à la Haute Cour de justice et ils font appel. Et cet appel est dans tous les cas, y compris pour des personnes qui, dans un mois, devront devenir des terroristes et effectivement des agents du Hezbollah comme Azmi Bshara, eh bien, ils seront permis, ils seront autorisés à participer. C'est-à-dire que là, on voit la Haute Cour de justice, elle
comment dire, elle méprise, il y a une loi de la Knesset qui dit qu'un parti ne sera pas admis à participer aux élections si il renonce au caractère démocratique ou s'il renonce au caractère juif de l'État d'Israël. Maintenant, pour la première raison, le parti Kach a été interdit il y a plus de 30 ans. Pour la deuxième raison, aucun parti n'a été interdit de participation, c'est-à-dire que la Haute Cour de justice fait une lecture plus que sélective d'une loi qui a été votée il y a bien longtemps par la Knesset. Merci beaucoup. Bonjour, moi j'ai une question. Ma question c'est est-ce qu'on peut penser que le choix de Lieberman d'augmenter le seuil des pourcentages pour pouvoir créer un groupe politique n'a pas accéléré en fait la prise de conscience politique des Arabes? Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux groupes qui bloquent en fait l'élection, c'est les Arabes et Lieberman. Donc, est-ce que ce n'était pas en fait un coup préparé de sa part pour une suite politique? Bon, je veux dire qu'il faut savoir que quand il a fait passer cette loi, il faisait partie encore d'une coalition de droite qui le visait, où il se présentait comme l'extrême droite à l'époque. C'est à l'époque qu'il disait que Yamin Mimeni Yeshrak et Akir, à ma droite, il ne se trouve que le mur. Et il l'a fait, en tout cas c'est ainsi qu'il le disait, il l'a fait pour essayer de diminuer la représentation arabe dans la Knesset. Maintenant, ça s'est complètement retourné contre en admettant qu'il n'aurait été pas si machiavéliste pour prévoir que véritablement ça va leur augmenter leur représentation, qu'ensuite il va se joindre à eux pour prêter main forte au gouvernement de gauche, etc. etc. Mais à l'époque, c'est ainsi qu'il s'en est retourné. Et effectivement, ça a donné beaucoup de vent en poupe au parti arabe. Pourquoi? Parce que les Arabes et aussi beaucoup de Juifs y ont vu, enfin, un groupe qui sait s'unir, qui sait présenter front uni. Ce n'est pas comme notre gauche qui se divise, qui se dispute. Et les Arabes qui jusque-là étaient assez dédaigneux de leur parti, qui avaient trois députés par-ci, 4 députés par-là, et puis encore un autre qui n'a pas passé le seuil électoral, tout d'un coup, ils se sentent être une puissance sans laquelle aucun gouvernement de gauche ou de centre-gauche ne peut être formé. Effectivement, pour eux, ça a joué un très grand rôle. Est-ce qu'il y a une chance que ce parti arabe unifié prennent le chemin de Kahol Lavan, c'est-à-dire qu'ils se divisent entre eux pour éclater en plusieurs morceaux, qui sont en réalité? Aucune chance. Aucune chance. Aucune chance. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir quels sont les personnages en question, quelle est l'idéologie en question. Et ça fait des années qu'on parle dans le Likoud et ailleurs d'essayer de créer un parti arabe loyal. Eh bien, jusque-là, ça n'a pris aucune forme, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, il faut savoir aussi que dans le monde arabe, il y a ce qu'on pourrait appeler une mythocratie, le pouvoir du mythe. C'est-à-dire, peu importe où je vis, comment je vis, etc., etc. Oui, bien sûr, je n'ai aucune intention, comme 90% des Arabes, de déménager dans quelque État arabe que ce soit. Je sais très bien que mon niveau de vie et mes droits dont je jouis en Israël sont absolument incomparables au statut de mes frères et cousins et ailleurs et dans le monde arabe, surtout après ce qu'on appelle le printemps arabe. Cela dit, reconnaissant absolument la panacée dont je jouis en étant citoyen israélien, au niveau du mythe,
je me dois d'être fidèle au mythe panarabe islamique musulman où le monde arabe doit être uni, où c'est les musulmans qui doivent être au pouvoir, où les juifs n'ont aucun droit sur l'inter-islamique, etc., etc. Donc, à ce niveau, une personne, si elle dira ça, eh bien, elle sera, dans le meilleur des cas pour elle, licenciée immédiatement, et dans le pire des cas, eh bien, il va trouver le sort de tous les Arabes qui sont prêts à vendre leurs terres aux Juifs en Eretz Israël, c'est-à-dire mise à mort. Concernant cette radicalisation dont vous avez parlé, vous m'entendez? Effectivement, en tant que Ola Hadasha, j'ai remarqué de façon empirique pour la seule ville de Jérusalem, par rapport au nombre de fois où j'étais venue avant, mais tous ces derniers temps, j'ai remarqué que pratiquement toutes les musulmanes ont la tête couverte et ont le look des islamistes d'Europe que l'on voit là-bas. Et j'étais frappée par cela. Et bon, je vous remercie pour cette intervention d'aujourd'hui parce qu'elle m'a éclairée. Je me rends compte que vraiment, je ne me suis pas trompée, quoi. J'ai une question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliezer. Dernière question de Laurent. Et après, on finit. Eliezer continuera à donner des cours avec Midreshet Yehuda. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être refaire sur le même sujet. Laurent, dernière question. Oui, est-ce qu'on peut espérer quelque chose des Arabes chrétiens? Ah, absolument. Les Arabes chrétiens, ils sont d'un côté les plus éduqués, ils sont les mieux lotis et ils sont effectivement, contrairement à ce qu'il en était il y a 20, 30, 40, 50 ans, où les Arabes chrétiens étaient très souvent à la tête du nationalisme arabe. Il faut le savoir que le premier livre, le réveil de la nation arabe, a été écrit par un Arabe libanais chrétien, Neguib Azouri, en 1905. C'est-à-dire le nationalisme arabe a commencé, c'était un nationalisme fait par et entretenu par des chrétiens, parce qu'ils étaient les plus sensibles à l'idée nationale. Les Arabes musulmans n'étaient pas sensibles à cette idée, pour des raisons évidentes, que c'était une idée étrangère au monde musulman. Mais aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les Arabes chrétiens, pas tous, mais très souvent, eh bien, ils se portent volontaires dans Tzal et ils sont les plus israélisés, effectivement de tous les Arabes israéliens à tous les niveaux, y compris très souvent même au niveau identitaire, tant par rejet de la part de la population arabe musulmane que séduit par les acquis et les exploits de l'État juif. On doit terminer. Merci beaucoup.